Bonjour à tous, merci, aux organisateurs de ces journées, scientifiques, notamment Jimmy Lopez et monsieur Égée de BD. L'objectif de cette présentation, comme son nom l'indique, c'est d'étudier l'impact, du temps domicile-travail sur les choix professionnels et familiaux. L'enjeu de la présentation, par rapport à ces journées, ces journées, si j'ai bien compris, visent à échanger, à la fois sur, les méthodes de collecte et d'utilisation de données spécifiques, à, exposer éventuellement, des méthodologies de traitement de données et ensuite, d'échanger entre, chercheurs, d'un réseau, le contenu de nos thématiques de recherche. Donc concernant ces 3 enjeux, l'objectif de ma présentation qui s'inscrit dans un travail qui est réalisé avec, Dominique Meurs et Elisabeth Tovar, qui sont 2 chercheurs du laboratoire Economics et de l'université, Paris-Nanterre et mobiliser à la fois des données, un tout petit peu, nouvelles en termes d'économétrie, du travail, qui sont ce qu'on appelle des données, qui s'inscrivent dans le champ de l'insider econometrics. Alors c'est difficile de traduire en français ce terme parce qu'on aurait envie de le traduire par étude de cas en français, mais étude de cas renvoie en fait à des méthodologies un tout petit peu différentes en termes de 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 traitement, empirique. C'est un terme qui nécessiterait une traduction en français qui n'existe pas encore. Le principe, c'est de recourir à des données, exhaustives issues en fait, des services, soit des ressources humaines, soit des services comptables, soit des services, fiscaux d'entreprise, pour, étudier, des stratégies, des comportements, liés au marché du travail et à la gestion, des entreprises ou des stratégies des entreprises. Ensuite, concernant la méthode, donc la méthode qui sera présentée rapidement dans ce travail, c'est la méthode des event studies. L'idée de cette méthode, c'est de prendre en compte non pas simplement, les effets, globaux d'un choc, mais d'essayer de préciser leur diffusion temporelle, et de voir comment un phénomène, apparaît, se propage, voire disparaît, dans le temps. Cette méthode des event study est parfaitement adaptée pour essayer de repérer et de quantifier, de tels effets. Et enfin concernant l'application, je suis, spécialiste en économie du travail, ainsi que mes co-auteurs. L'idée, c'est de s'intéresser, à la question des distances. Ça fait aussi référence à la présentation précédente. Des distances, entre le lieu de résidence et la localisation de l'entreprise dans laquelle, le salarié travaille, sur, les trajectoires salariales et professionnelles et donc sur un marché un peu spécifique, que je décrirai dans quelques petites minutes, qui est le marché interne du travail. Alors, hop. Le plan de ma présentation, je fonctionnerai en 6 points. Le dernier, peut-être que je ne le présenterai pas. Ça dépendra du temps dont, je dispose et la vitesse à laquelle, je vais. Donc dans un premier temps, je reviendrai un peu sur les enjeux, théoriques et empiriques de ce travail de recherche, en présentant un peu une rapide revue de littérature sur ces questions. Dans un deuxième temps, j'exposerai justement les données qui sont mobilisées dans ce travail.
Ensuite, je présenterai quelques résultats, oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'il s'agit non pas d'un travail publié et finalisé, c'est un travail qui est en cours de réalisation, qui débute depuis peu, puisque il a été initié au mois d'octobre de cette année. Donc pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de développement de ce travail, et donc on n'a pas encore de résultats stables et définitif sur ce qu'on souhaite étudier et analyser. Dans la partie 4, j'illustrerai justement 2 expériences quasi naturelles qu'on a étudiées dans cette partie un peu exploratoire de notre travail. Et enfin, je conclurai sur une discussion et sur les prolongements éventuels que l'on peut imaginer par rapport à ces premiers résultats que l'on a pu identifier. Donc, concernant les objectifs de ce travail, il y a tout un champ en économie du travail, qu'on qualifie d'économie du travail urbaine, qui vise à essayer de comprendre un peu mieux l'hétérogénéité qu'on observe concernant les performances des marchés du travail locaux. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un territoire, un pays, on observe des différences assez importantes de performance sur le marché du travail dans différentes zones géographiques, que ce soit à la fois sur les salaires, sur les promotions, sur les taux de chômage, sur les créations et les destructions d'entreprises. Donc il y a tout un champ de l'économie du travail qui essaye justement de comprendre, d'expliquer, de déterminer l'origine de cette hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, elle se manifeste aussi d'un point de vue dynamique sur les trajectoires des individus, que ce soit les trajectoires des chômeurs ou les trajectoires des salariés. Donc l'idée, ces dernières années, c'était d'essayer de tenir compte de ces originalités, ces spécificités géographiques en intégrant les dimensions spatiales. Et il y a toute une littérature autour, notamment du spatial mismatch, qui s'est fortement développée à travers les travaux de Kent ou plus récemment de Cobillon, et Sellode, ou encore de Zenoux, que je n'ai pas mentionné. Donc, quand on s'intéresse à une de ces dimensions géographiques, qui est la distance et la distance à l'emploi, et la question de l'accessibilité aux emplois. Donc cette question fait l'objet de très nombreux travaux en économie du travail, mais va principalement, vous voyez, se focaliser sur l'entrée sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux, je vous en liste que quelques-uns, il y a une vaste littérature sur ces questions en économie du travail urbaine qui essaye de préciser l'impact de l'accessibilité aux emplois sur les probabilités de rentrer sur le marché du travail ou de sortir du chômage, sachant que il y a d'abord toute une question de mesure de l'accessibilité qui n'est pas toujours simple à préciser parce qu'elle nécessite de recourir à des outils comme ceux qui ont été présentés précédemment, qui vont nous aider à mesurer de manière précise les temps, les distances entre plusieurs lieux, et en l'occurrence les distances qui existent entre le lieu de résidence et le lieu de localisation des emplois et des emplois potentiels. Donc il y a tout un travail qui vise à préciser ce type de relation, mais qui semble plutôt mettre en évidence un effet positif de la distance sur la probabilité de retrouver un emploi, avec par ailleurs un phénomène plutôt de redlining, c'est-à-dire que les employeurs ont plutôt tendance à sélectionner des candidats potentiels qui sont relativement proches, qui résident relativement proches du lieu de localisation de leur entreprise.
Alors, la difficulté de la variable temps de trajet au niveau statistique et économétrique, c'est qu'il s'agit essentiellement d'une variable qui est difficile à mesurer, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué précédemment, mais qui est aussi de nature endogène, puisqu'elle va dépendre d'une multitude de facteurs qui peuvent impacter la variable que l'on souhaite analyser, par exemple le retour à l'emploi. Donc il y a des travaux anciens maintenant, mais bien connus, qui mettent en évidence que les choix résidentiels des individus, vous voyez, vont relever d'un arbitrage entre une contrainte financière liée au prix des terrains et les coûts, que ce soit des coûts psychologiques ou financiers de transport. Donc, ce temps de trajet, vous voyez, il est déjà, il résulte déjà de cet arbitrage. Ce temps de trajet, il résulte également sur le fait que la répartition, vous voyez, territoriale des établissements, des entreprises, n'est pas homogène sur un territoire et donc va dépendre d'externalités d'agglomération, qui est un phénomène qui est largement documenté aussi dans la littérature. Donc ça va être une deuxième source d'endogénéité. Troisième source d'endogénéité, c'est qu'il existe des préférences individuelles inobservables quant à l'arbitrage salaire et temps de transport. Donc là aussi, ça fait référence à des travaux déjà anciens, des travaux théoriques de Kogan en 81, qui visent justement à analyser cette hétérogénéité qui existe selon les salariés concernant ce coût fixe lié au temps de transport entre le lieu de résidence et le lieu de localisation des entreprises. Plus récemment, vous avez aussi des travaux qui émergent, qui visent à mettre en évidence que ces temps de trajet résultent en fait d'un arbitrage intrafamilial entre les membres d'un couple, entre les deux conjoints qui constituent un couple, et notamment pour les couples qui sont biactifs. Et donc, il va falloir tenir compte aussi de cet arbitrage qui dépend d'un processus de négociation intrafamiliale, comme l'a théorisé et modélisé notamment Chiappori en 88. La présence d'aménités, la présence et la répartition de ces aménités, notamment pour les familles, la question de la répartition géographiques des infrastructures scolaires peuvent aussi influencer ces choix, puisque les individus choisissent leur lieu de résidence en fonction de leur lieu de travail, mais pas uniquement en fonction de leur lieu de travail. Il y a d'autres éléments qui sont pris en compte à travers ce terme générique d'aménité. Et enfin, et ça en renvoie à nouveau à ce qui a été présenté précédemment, on a tout un ensemble d'hétérogénéité spatiale associée à l'hétérogénéité des infrastructures de transport au niveau territorial, au niveau spatial, que ce soit au niveau des routes ou des transports publics, qui peuvent expliquer ces différences de temps de trajet. Donc, je vous disais que l'essentiel de ces travaux sur l'accessibilité s'intéressait à l'accessibilité des entrants sur le marché du travail. Il y a relativement peu de travaux qui s'intéressent à l'effet de la mobilité résidentielle ou de cette question de distance aux emplois pour le marché externe du travail, c'est-à-dire quel est l'impact de cette question spatiale, à la fois sur les carrières des hommes et des femmes, sur leur trajectoire salariale, et comment, est-ce que oui ou non, il existe aussi des interactions entre les conjoints
quant à la stratégie qui est retenue par le salarié en termes résidentiels et en termes professionnels. Donc on a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés ces dernières années, notamment par Van Ommeren, qui a écrit plusieurs articles qui visent à étudier cette relation entre distance au travail et localisation résidentielle, et qui semble mettre en évidence un effet positif, vous voyez, de la distance à l'emploi sur la probabilité de changer d'emploi et la probabilité de changer de résidence. D'accord ? Donc, il semble exister une interaction sur ce marché externe du travail. Et il montre également, à l'aide de données danoises, qu'il existe une interaction intrafamiliale dans ces décisions, c'est-à-dire que cette décision de changer d'emploi ou de changer de lieu de résidence va dépendre de la situation du conjoint. Au niveau des conséquences salariales, les travaux de Plaut en 2006 sur données américaines sembleraient montrer qu'il y ait un lien positif, vous voyez, entre la distance à l'emploi et le salaire perçu, et ce aussi bien pour les hommes et pour les femmes, et ce quel que soit le statut résidentiel des salariés, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Alors, dans le cadre de ce travail, nous, on va s'intéresser à un marché un peu différent que ce marché externe du travail. C'est ce qu'on appelle en économie du travail le marché interne du travail. Donc, ça fait référence à une opposition classique en économie du travail qui a été développée notamment par Doringer et Pierre en 71. Qui met en évidence une segmentation du marché du travail entre, d'une part, l'existence de marchés externes du travail et des marchés internes, donc qui renvoient essentiellement aux carrières au sein de grandes entreprises ou au sein de la fonction publique, par exemple, où vous avez peu de mobilité au cours de votre cycle de vie. Par contre, vous avez une évolution de carrière au sein de l'entreprise avec éventuellement des mobilités inter-établissements ou inter-entreprises au sein d'un groupe que l'on peut observer et suivre. Donc, ce qu'on observe sur ce marché interne du travail, c'est que la question du temps joue un rôle important dans votre promotion et dans votre carrière, puisque des variables comme l'absentéisme ou le nombre d'heures supplémentaires que vous allez réaliser jouent significativement sur cette carrière. Donc, si ces questions de temps jouent, on peut supposer que les temps de déplacement entre son lieu de résidence et le lieu de localisation de son entreprise vont influencer ses carrières au niveau du marché interne du travail. Et d'un point de vue théorique, on peut imaginer au moins 3 effets qui peuvent jouer. Un effet qui fait référence aux travaux d'Erie Barnes sur la logique de l'honneur, c'est-à-dire que les entreprises vont récompenser des salariés qui s'investissent longtemps dans leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup d'heures au sein de leur entreprise, et ça sera d'autant plus facile pour le salarié qu'il réside à proximité de son entreprise. On peut imaginer inversement une logique de compensation, d'accord, donc qui reprend la théorie développée initialement par Adam Smith et développée ensuite par Rosen, c'est-à-dire que l'employeur compenserait d'un point de vue salarial les salariés qui résident relativement loin de leur lieu de travail, vous voyez, pour compenser le désagrément associé au temps de transport. Et enfin, les travaux de Zenou, qui s'inscrivent dans une logique de salaire d'efficience, où là, cette fois-ci, la distance va jouer
négativement sur le salaire, c'est-à-dire que l'énergie qui est perdue par le salarié à réaliser à supporter des temps de trajet vont être pris en compte par l'employeur, qui va supposer que cette énergie perdue ne pourra pas être mobilisée dans son entreprise. Et donc, on risque d'observer des salaires plus faibles pour des individus qui résident loin de leur lieu de localisation de leur entreprise. D'accord? Donc on voit d'un point de vue théorique qu'il existe une certaine incertitude quant à la relation entre lieu de résidence ou distance à l'emploi et salaire et promotion des salariés. Alors, il y a relativement peu de tests ou de validation empirique de cette relation. Il existe donc, comme je vous le disais, un travail de Van Ommeren et plusieurs de ses co-auteurs en 2014 dans l'Economic Journal, qui, sur données danoises, semble mettre en évidence plutôt un effet de compensation, c'est-à-dire que lorsque les salariés habitent loin de leur lieu de localisation de leur entreprise, les entreprises auraient plutôt tendance à compenser cette distance par un salaire un peu plus élevé. Alors ce phénomène serait plutôt observé à moyen terme qu'à court terme, mais on a quand même une relation plutôt positive. Mais il faut noter que dans cette analyse, cette distance en fait provient d'une décision de l'employeur, puisque les auteurs s'intéressent en fait à des réallocations géographiques d'entreprise. Donc ces réallocations qui conduisent à éloigner de manière involontaire les salariés de leur lieu de travail. Et dans ce cas-là, il semblerait exister plutôt une logique de compensation. Donc, l'objectif de notre travail, ça va être justement de voir si on a toujours cette logique de compensation que l'on peut observer à la fois sur données françaises, puisque le travail de Van Ommeren porte plutôt sur des données danoises, enfin porte sur des données danoises, et surtout de s'assurer est-ce que cette relation reste vraie si la décision justement de s'éloigner de son employeur provient non pas de l'employeur lui-même, mais du salarié. Alors, l'ambition de ce travail, c'est aussi de prendre en compte à la fois des différences hommes-femmes qui pourraient survenir dans cette relation et d'intégrer des choix familiaux. Parce que d'une part, il y a une littérature très importante qui met en évidence des différences de carrière et de promotion selon le genre des salariés. Il y a aussi toute une littérature qui met en évidence un impact différencié de l'arrivée d'un enfant dans une famille sur sa carrière salariale. Et sur les questions de mobilité, il y a aussi tout un ensemble de travaux qui semblent mettre en évidence une hétérogénéité des trajets, des modes de trajet et des temps de trajet domicile-travail entre les hommes et les femmes. Et donc, l'enjeu de ce projet, c'est d'intégrer également ces questions. Alors, il s'agit d'un programme ambitieux et qui nécessite, vous voyez, des données un peu originales et spécifiques qui ne sont pas toujours accessibles facilement. C'est-à-dire qu'en économie du travail appliquée, on a tendance à utiliser essentiellement deux sources empiriques, des données d'enquête et des données administratives. Donc, je vous en cite deux, l'enquête emploi et l'enquête mobilité. Donc, l'avantage de ces enquêtes, c'est qu'elles sont représentatives au niveau national. Elles contiennent un grand nombre de variables très précises, à la fois sur les caractéristiques socio-économiques des individus et sur leur stratégie de mobilité. Mais l'inconvénient, c'est que souvent,
même tout le temps, elles ne sont pas représentatives à un niveau local et encore moins à un niveau des entreprises. Donc, il est impossible de mobiliser ces enquêtes pour appréhender l'impact de cette distance à l'emploi sur le marché interne du travail. Alors, on peut mobiliser des données administratives, c'est-à-dire qu'en France, on a la chance de pouvoir mobiliser une source très intéressante au niveau du marché du travail, qui sont les déclarations annuelles des données sociales, qui sont des données qui sont constituées par l'INSEE et qui permettent de suivre les individus, parce que c'est des données sous forme de panel, sur une période relativement longue et donc de reconstruire des trajectoires professionnelles des individus. Et donc, on est comme ça capable de suivre les carrières des individus à un niveau relativement fin. Et donc, c'est une source qu'on pourrait mobiliser. Alors, l'inconvénient de cette source, et c'est pour ça qu'elle n'est pas satisfaisante par rapport à notre projet, c'est qu'elle ne va pas, elle va fournir un échantillon qui est représentatif des salariés, mais pas un échantillon représentatif au niveau des entreprises. Et donc, il y a un effet entreprise qu'on ne va pas pouvoir contrôler avec les données des ADS. Et par ailleurs, d'un point de vue accessibilité des données, vous voyez, pour les chercheurs, il est relativement difficile d'obtenir un accord de la part de l'INSEE et du comité de secret, d'avoir des informations géographiques à la commune. Pourquoi? Parce que ça pose la question du caractère anonyme des données qu'on va collecter, puisque à partir du moment où l'INSEE nous fournit la commune d'un individu en plus d'un grand nombre de caractéristiques individuelles, il va être possible d'identifier les individus. Donc, c'est ce risque que ne souhaite pas prendre l'INSEE. C'est pour cette raison que l'INSEE est parfois réticente à diffuser ce type d'informations. C'est pour cette raison qu'on s'est tourné vers d'autres sources de données, et donc des données un peu nouvelles, qui sont des données issues directement des entreprises, que je vais vous présenter donc dans un deuxième temps. Donc, les données mobilisées. Donc, dans ce projet, l'objectif, c'est, vous voyez, d'associer 3 grandes catégories de données, et je vais vous parler essentiellement aujourd'hui des 2 premières, puisque la troisième fait l'objet d'un travail encore plus en cours que les 2 premières. Donc, d'une part, les données exhaustives d'une multinationale. Ensuite, les données qui ont été développées au sein du laboratoire INRAE de Dijon, qui est la base de données Odomatrix, et les données du recensement. Donc, concernant les données exhaustives qui sont mobilisées dans ce travail, donc l'idée, vous voyez, c'est d'utiliser d'autres données que les données d'enquête ou les données administratives, c'est de mobiliser des données qui sont directement produites par les entreprises, en l'occurrence les grands groupes, qui vont parfois accepter de transmettre des données concernant la gestion de leurs ressources humaines, leurs données comptables ou leurs données fiscales dans le cadre de conventions avec des chercheurs qui vont leur apporter leur expertise quantitative et de traitement des données, et pour les aider dans la rédaction d'un certain nombre de rapports. Et donc, ces conventions peuvent permettre aux chercheurs d'accéder à des données originales et un peu nouvelles qui vont pouvoir être mobilisées dans le cadre de travaux scientifiques.
Alors ça nécessite d'établir un partenariat scientifique. Alors c'est pas toujours simple, ça nécessite, ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine puisqu'il s'agit à la fois de garantir le respect de l'utilisation des données d'entreprises qui sont mobilisées et de démontrer le sérieux du travail réalisé par les universitaires et par les chercheurs aux yeux de ces entreprises. Et également de montrer l'utilité des résultats obtenus qui permettent de mieux comprendre des effets directs et indirects de la gestion des ressources humaines de ces entreprises dont elles n'avaient pas forcément conscience. Et donc, c'est pour cette raison que ce type de partenariat peuvent s'établir et être réalisés. Donc, l'avantage de ces données, c'est que d'une part, on va avoir accès à des informations longitudinales sur longue période. Vous voyez, on peut avoir des données sur 10 à 15 ans sur l'évolution professionnelle des salariés, donc avec tout un ensemble d'informations sur leur promotion, sur leur temps de travail, sur leur salaire de base, sur leurs primes, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont beaucoup plus difficilement accessibles, y compris via les DADS. On a des informations qui sont exhaustives au niveau du groupe ou au niveau de l'entreprise, donc ça permet ensuite de contrôler un effet groupe, un effet entreprise, un effet établissement, un effet département, ce que ne permettent pas des données souvent administratives. On a également, et ça c'est un peu l'originalité des données qu'on manipule dans le cadre de ce projet, c'est qu'on a des informations socio-économiques longitudinales de qualité, puisqu'on connaît à la fois le niveau d'éducation des salariés, leur statut marital, la taille du ménage et leur évolution au cours du temps. Et on a enfin des informations géographiques, et c'est donc cette information qui nous intéresse au premier lieu dans le cadre de ce projet, à la fois sur la localisation des établissements et sur la localisation résidentielle. Parce que une des sources d'erreurs qui peut exister, vous voyez, lorsqu'on se lance dans ce type d'analyse à l'aide de données administratives, c'est qu'il peut exister des biais de mesure. C'est souvent que ces informations géographiques, vous voyez, elles sont construites a posteriori en appariant les informations issues des DADS avec des informations portant sur les entreprises à l'aide de leur numéro SIRET en général. Et le numéro SIRET permet de repérer la localisation géographique d'un établissement, mais au niveau de l'entreprise et pas forcément au niveau de l'établissement. Et donc, il peut parfois exister un écart entre les deux. Et donc, cet écart, il peut générer un biais de mesure que l'on contrôle ici, vous voyez, à l'aide de ces données d'entreprise. Et dernière chose qu'on peut souligner concernant les avantages de cette source de données, c'est qu'on va avoir un contrôle, vous voyez, de variables extrêmes beaucoup plus satisfaisant parce qu'on va pouvoir interagir avec le producteur des données, ce qu'on ne peut pas faire avec des données administratives ou des données d'enquête. C'est que là, il y a un aller-retour qui est envisageable de réaliser avec les producteurs des données, avec les services qui ont produit les données. Et donc, il va nous permettre de mieux comprendre certains points un peu étonnants et éviter de recourir à des méthodes statistiques qui ne permettent pas de comprendre ces écarts, ces variables un peu extrêmes. Et donc, ça permet, vous voyez, cette interaction avec les producteurs d'améliorer le traitement des données. Alors, concernant le travail qui nous intéresse, il y a deux limites qui sont quand même un peu importantes à ces données. C'est d'une part, on n'a pas d'informations sur le conjoint, vous voyez, donc on n'a pas d'informations familiales. Et par ailleurs, on n'a pas non plus d'informations sur le mode de transport qui est mobilisé par le salarié. D'accord ? Donc, d'où l'idée éventuellement d'aller chercher cette information dans d'autres bases de données.
Donc, pour présenter rapidement ces données, vous voyez, il s'agit de données exhaustives d'une multinationale. Sur la période 2005-2015, on a plus de 500 établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Alors, on va se focaliser essentiellement sur 300 d'entre eux qui possèdent au moins 10 salariés. Et au total, on va se retrouver avec un panel de 35 000 salariés qui appartiennent à l'un de ces établissements de plus de 10 salariés par an. Et donc, on a tout un ensemble d'informations socio-professionnelles et d'informations géographiques sur ces salariés. Donc, ce graphique permet cette carte vous permet de positionner l'ensemble de ces établissements sur le territoire. Et donc, on va ensuite apparier ces données d'entreprise avec les données issues de Odomatrix, donc qui permet, vous voyez, à partir du moment où on dispose des informations sur les communes de résidence et sur les communes de localisation des établissements, de calculer 4 types d'informations spatiales. D'une part, des informations concernant la distance à vol d'oiseau, sur la distance réelle par la route, sur les temps de trajet en heure normale en voiture et les temps de trajet aux heures de pointe. D'accord. Et donc, cette base couvre l'ensemble des communes métropolitaines et vont nous permettre, à partir des informations disponibles dans les fichiers de notre multinationale, de mobiliser ces informations à la fois kilométriques et temporelles. On va alors l'idée dans un prolongement de ce travail, ça va être d'utiliser également les données du recensement, d'accord? Donc je vais passer un peu vite sur ce point, parce que les données du recensement, vous voyez, permettent d'introduire une variable dont on ne dispose pas, qui est le mode de transport qui est utilisé par les individus, puisque vous avez, je vous restitue une des questions du recensement. Dans le recensement, on a une question qui porte sur le mode de transport qui est principalement utilisé pour aller travailler. Et donc, c'est la seule source un peu représentative au niveau spatial que l'on peut mobiliser pour caractériser cette question à un niveau géographique relativement fin, puisque vous voyez, on peut, à l'aide du recensement, avoir cette information à un niveau agrégé, mais un niveau agrégé relativement fin au niveau géographique, puisqu'on a une information au niveau des cantons et des arrondissements pour les grandes villes, et donc ce qui permet, vous voyez, de repérer ces différences spatiales pour plus de 2000 zones géographiques françaises. Donc, par rapport à notre, pour revenir à l'objectif de ce travail, quel est le lien que l'on peut identifier entre la distance à son emploi et le salaire? Donc, tout un ensemble d'informations que l'on peut déjà mobiliser pour décrire la population des salariés qui sont présents dans notre multinationale. Donc, vous voyez, il y a un déséquilibre homme-femme assez important dans cette multinationale. On a également un niveau de qualification relativement élevé par rapport à ce qu'on observe dans d'autres entreprises. Donc ça, c'est lié au secteur d'activité un peu spécifique de cette multinationale. Au niveau de la répartition familiale et le nombre d'enfants, il n'y a pas d'éléments spécifiques dans cette base. Ensuite, concernant la rémunération, vous voyez, on peut analyser la distribution des rémunérations brutes, donc qui tiennent compte à la fois du salaire fixe des salariés et tout un ensemble de primes qui sont versées dans cette entreprise. Et c'est aussi l'intérêt de cette base, c'est d'avoir une mesure de très bonne qualité de la rémunération des salariés, puisqu'elle intègre
non seulement le salaire de base, mais toutes les primes qui sont versées au cours d'une année, que ce soit des primes collectives ou individuelles, et de pouvoir calculer une rémunération brute en équivalent temps plein, à la fois moyenne et médiane pour l'ensemble des salariés. Et vous voyez, on retrouve un écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui est relativement limité lorsqu'on raisonne en équivalent temps plein. Donc une fois qu'on a apparié ces données avec les fichiers Odomatrix, vous voyez, on va être capable, et c'est l'originalité de ce travail, de mesurer, vous voyez, de manière précise les distances, à la fois en kilomètres et en temps, entre le lieu de résidence de l'ensemble de ces salariés, de ces entreprises, de cette multinationale, et la localisation de l'établissement dans lequel ils travaillent. D'accord ? Donc on se retrouve, vous voyez, avec une moyenne à peu près de 22 km et un temps de trajet d'à peu près 30 minutes, ce qui est assez cohérent avec les données mobilité, vous voyez, puisque d'après les enquêtes mobilité, les temps de trajet moyens sont à peu près d'1 heure. Donc là, si on compte l'aller-retour, on est à peu près sur le même temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail. Et on s'aperçoit, vous voyez, qu'il y a une assez forte hétérogénéité de ces temps de trajet, à la fois en kilomètres et en temps. On peut, vous voyez, avoir aussi une analyse en termes d'établissement. Vous voyez, si on reprend tous les établissements et on calcule la distance moyenne à l'emploi de l'ensemble des salariés, on voit qu'il y a aussi une hétérogénéité spatiale de ces distances et on peut identifier, vous voyez, un projet qu'on pourrait probablement développer, c'est identifier un certain nombre d'établissements un peu particuliers, vous voyez, qui se retrouvent avec des distances plus importantes que la moyenne des autres établissements. Et donc, ça pourrait être intéressant à la fois en termes d'impact des infrastructures de transport, d'analyser ces spécificités de certains établissements au sein d'une même entreprise. Donc, si maintenant on s'intéresse au lien qui fait l'objet de notre travail, c'est-à-dire du lien entre la distance domicile-travail et salaire, on peut regarder déjà directement le lien qui existe entre ces deux variables, sachant que, bien évidemment, si on fait ce travail-là, la distance sera fortement endogène pour les raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors une façon de contrôler un tout petit peu cette endogénéité, donc elle restera cette endogénéité, c'est de raisonner de manière relative, c'est-à-dire de raisonner par rapport, enfin de prendre en considération la distance par rapport à la distance moyenne au sein d'un même établissement. Alors, il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer quand même plutôt à ces aspects-là. C'est-à-dire que ce qu'on observe, vous voyez, lorsqu'on raisonne en distance absolue, on aurait plutôt, vous voyez, une relation positive, vous voyez, entre la localisation des salariés et leur salaire. Vous voyez, c'est la courbe en noir. La courbe en noir, ce sont les salariés qui sont les plus éloignés de leur emploi. Elle est décalée sur la droite, donc ce qui semble indiquer une rémunération globalement plus importante. On aurait des différences hommes-femmes assez notables. Vous voyez, ce phénomène s'observerait pour les hommes, mais pas pour les femmes. Et il serait également plus important pour les cadres et il serait peu présent pour les non-cadres. Alors, lorsqu'on raisonne, vous voyez, en distance relative, donc là, ce qu'on a obtenu précédemment, il y a un biais d'endogénéité évident. Donc, c'est pour ça que j'ai passé assez rapidement la relation qu'on identifiait, puisque, vous voyez, lorsqu'on raisonne de manière relative, la relation que je viens d'observer précédemment, elle va s'inverser.
D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on va calculer la distance non pas absolue de localisation des salariés par rapport à leur entreprise, mais leur localisation relative. C'est-à-dire qu'on va regarder l'écart de localisation par rapport à la moyenne des salariés de cet établissement. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, que la proximité, cette fois-ci, semble payer au niveau salarial, alors que tout à l'heure, c'était l'éloignement qui semblait payer, puisque là, vous voyez, la courbe en bleu, qui est représentée sur ce graphique, correspond aux salariés, vous voyez, qui sont localisés, vous voyez, à moins de 20 km par rapport à la moyenne des salariés de cette entreprise. D'accord? Donc, lorsque vous habitez plus près de l'ordre de 20 km d'une entreprise par rapport aux autres salariés, vous allez avoir un effet, il risque d'y avoir un effet bénéfique sur votre rémunération salariale. Et là, cette fois-ci, vous voyez, ce phénomène semble exister à la fois pour les hommes et pour les femmes. Alors, le problème, c'est que ce résultat, vous voyez, il peut également masquer une causalité inverse, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir une rémunération élevée qui permet aux salariés de choisir un lieu de localisation proche de son lieu de travail. Et donc, la relation que l'on observe sur ces graphiques n'implique pas un lien de causalité qui irait de la distance vers le salaire, mais cette relation, elle pourrait plutôt s'expliquer par une causalité qui irait du salaire vers le lieu de localisation. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire, pour essayer de préciser cette relation, d'identifier ce qu'on appelle en économie du travail des expériences quasi naturelles. D'accord? Donc des expériences quasi naturelles, c'est essayer de repérer, vous voyez, des chocs qui permettrait de contrôler ce biais d'endogénéité ou d'essayer justement de tenir compte de ces phénomènes de causalité inverse lorsqu'on étudie la relation entre distance et rémunération. Donc, dans cette partie, dans cette quatrième partie, je vais vous montrer les 3 temps de ce travail de recherche. D'une part, comment on peut rechercher et repérer ces expériences quasi naturelles. S'assurer que lorsqu'on a identifié ces expériences naturelles, c'est que les groupes traités et les groupes témoins sont relativement homogènes, puis ensuite de se lancer dans une analyse économétrique visant à contrôler à la fois toutes choses égales par ailleurs le phénomène identifié, donc là en l'occurrence l'impact sur le salaire, et éventuellement de préciser l'impact temporel de cet effet. Donc, l'idée, vous voyez, c'est de rechercher ces expériences, donc ces chocs, ces expériences quasi naturelles, c'est-à-dire des chocs qui affecteraient la localisation ou en tout cas la distance à l'emploi, sans que ces chocs n'aient d'impact a priori et d'impact direct sur la rémunération des salariés. Et donc, ce que l'on observe, voyez, dans la base sur longue période, c'est qu'il y a 2 chocs qui existent, à la fois des chocs sur les changements de lieu de travail. Et donc là, on retrouve la stratégie qui avait été retenue par Van Hemeren sur données danoises, c'est-à-dire de mesurer l'impact de la distance lorsque il y a une modification de son lieu de travail. Ce qu'on peut aussi mobiliser, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques petits instants, c'est un choc qui viendrait d'un changement de lieu de résidence du salarié, c'est-à-dire qu'au cours de sa carrière professionnelle, le salarié peut décider de déménager et de voir l'impact de ce déménagement sur sa carrière, en tenant compte, et ça sera la deuxième expérience quasi naturelle,
d'essayer de repérer l'origine de cette décision. Et une de ces décisions un peu exogènes de ce déménagement, ça peut être la mise en couple, c'est-à-dire que des célibataires décident de vivre avec leur partenaire dans une résidence commune. Et donc, ce choc, vous voyez, sur le lieu de résidence va impacter la distance à l'emploi et on va utiliser ce choc pour identifier la relation entre distance à l'emploi et rémunération. Donc, lorsque on regarde globalement, vous voyez, ce qui est intéressant sur ce graphique, vous voyez, c'est qu'on a 5 courbes. La courbe en bleu, c'est pour les salariés qui ne connaissent pas de mobilité ni professionnelle ni résidentielle. On va voir en vert et en rouge ceux qui connaissent des mobilités résidentielles et on va voir en jaune et en noir des salariés qui connaissent des mobilités des professionnels. Et donc à chaque fois, on a 2 couleurs, vous voyez, pour les mobilités professionnelles et les mobilités résidentielles. L'une, c'est lorsqu'il y a un rapprochement, c'est-à-dire que cette mobilité résidentielle conduit à un rapprochement, et l'autre, c'est lorsque cette mobilité conduit à un éloignement. Et donc, premier résultat qu'on peut discuter ici, c'est que, vous voyez, c'est plus la cause du choc qui semblerait affecter le salaire que le sens de ce choc. Vous voyez, c'est qu'on a d'un côté les chocs professionnels qui sembleraient jouer positivement sur les rémunérations et de l'autre côté des chocs résidentiels qui sembleraient jouer négativement sur les rémunérations, avec toutefois un écart donc, entre les deux qui semble exister. Donc l'éloignement résidentiel semblerait semblerait être sanctionné par l'entreprise d'un point de vue salarial, alors que l'éloignement professionnel semblerait récompensé par l'employeur. On observe aussi des différences notables entre les hommes et les femmes, et notamment pour les cadres. Vous voyez, il semblerait que pour les femmes, ce serait essentiellement le choc résidentiel qui affecterait leur salaire, alors que pour les hommes, on observerait les 2 phénomènes conjointement. Donc les 2 quasi-expériences qu'on va étudier, je terminerai sur ça ma présentation, c'est d'une part un premier choc qui serait lié à un changement de commune lors d'un changement de résidence, qui va nous conduire à identifier en fait 2 groupes. Un groupe témoin qui sont des personnes qui changent de lieu de résidence, mais sans changer de commune, ou en tout cas qui connaissent un éloignement inférieur à 10 km, versus ceux qui connaissent des éloignements plus importants lors d'un changement de résidence. Et l'autre expérience quasi naturelle vise à mesurer, à identifier, vous voyez, deux groupes. Un groupe témoin qui correspond à des individus qui se mettent en couple et cette mise en couple ne va pas conduire à un changement de commune de résidence, et des individus qui se mettent en couple, et ce sera notre groupe traité, et qui connaissent un changement de commune de résidence. Et donc, dans ce cas-là, ça conduit en général à, même dans 98% des cas, à un éloignement par rapport au lieu d'emploi. Donc, là, je vous disais, la première chose à faire lorsqu'on étudie comme ça des quasi-expériences, c'est de s'assurer que les groupes traités et témoins sont relativement équilibrés. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, vous voyez, puisque il ne s'agit pas d'expériences aléatoires, donc c'est des quasi-expériences qui peuvent exister, et il existe en l'occurrence un déséquilibre entre le groupe témoin et le groupe traité. C'est notamment le cas au niveau du genre, vous voyez, au niveau du niveau d'éducation, et également au niveau des astreintes qui sont imposées aux salariés. D'où l'importance, vous voyez, pour tenir compte de ces différences, de réaliser une analyse économétrique pour tenir compte de ces écarts entre groupe traité et groupe témoin.
Donc, les premiers effets, vous voyez, lorsqu'on raisonne toute chose égale par ailleurs, sur notre première expérience quasi naturelle, donc qui est l'éloignement dû à un changement de commune de lieu de résidence, c'est qu'on aurait un effet négatif, vous voyez, de cet éloignement sur la rémunération. Et cet effet négatif, vous voyez, il serait plus fort pour les femmes que pour les hommes, puisque ça conduirait à une réduction de l'ordre de de près de 4% du salaire pour les femmes et seulement de 2% à peu près pour les hommes. Et il y aurait une concentration, vous voyez, de cet effet pour les cadres, puisque cet effet est positif uniquement pour cette catégorie de salariés, qui serait autour de 3% pour les femmes et qui serait non significative pour les hommes. Donc, il s'agit d'une analyse qui raisonne toutes choses égales par ailleurs, en tenant compte de l'âge, du niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle, du nombre d'enfants, du genre et d'un effet fixe temporel. Alors, ensuite, on essaye de voir, vous voyez, à travers la méthode des Event Studies, comment ce phénomène se propage au cours du temps. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter la méthode, mais vous voyez, c'est ce type de résultat que l'on est capable de produire avec cette méthodologie. C'est qu'on voit, vous voyez, le fait de changer de lieu de résidence et d'avoir un éloignement par rapport à son emploi de plus de 10 km. Vous voyez, ça a un impact sur l'évolution salariale des femmes, toutes choses égales par ailleurs, plus important que celui qu'on observe pour les hommes. Vous voyez, la trajectoire salariale des femmes est descendante après le choc. Vous voyez, la zone en grise correspond au choc que l'on étudie, alors que vous voyez, cette diminution salariale est moins importante pour les hommes. Et donc, ça permet ça met aussi en évidence l'intérêt de nos données, parce qu'on voit que c'est un phénomène, celui de la relation entre la distance à l'emploi et le salaire, qui est diffus, qui est relativement peu important, mais qui au final impacte la carrière salariale, puisque vous voyez, l'effet global est quand même de 4% sur une période de 6 ans au niveau salarial. On procède, vous voyez, de la même façon sur un échantillon un tout petit peu différent. Vous voyez, là, c'est la mise en couple et changement de lieu de résidence. Et là, à nouveau, un impact de l'ordre de 4% pour les femmes et pas pour les hommes au niveau en couple et de ce changement de lieu de résidence, qui aurait un impact négatif pour les femmes et pas d'impact pour les hommes. Et donc, on peut à nouveau observer l'évolution de ce phénomène dans le temps. Donc, tout l'enjeu du travail qui reste à faire, c'est d'essayer de comprendre cette différence homme-femme au niveau de cet effet salarial de cette distance à l'emploi. Est-ce que c'est lié à des modes de transport différents qui sont mobilisés par les hommes ou les femmes, ou est-ce que c'est lié aussi à un processus de négociation différent au sein du couple? Donc, pour terminer cette présentation, donc il s'agit, vous voyez, d'un travail, comme vous venez de vous en rendre compte, très préliminaire de recherche, qui vise à mobiliser des données originales issues d'une multinationale française, donc qui permettent d'avoir des informations exhaustives au niveau des entreprises et très précises sur les parcours professionnels des salariés. Qui permet de traiter, vous voyez, un sujet qui est rarement traité dans la littérature sur données françaises. Mais une des limites à ce stade de ce travail, c'est qu'on n'a pas d'informations ni sur les conjoints, donc ça va être difficile à trouver des informations sur cette dimension, ni sur les modes de transport. Et donc sur les modes de transport, l'idée, ça serait de mobiliser des informations issues du recensement à un niveau certes agrégé pour tenir compte partiellement d'un tel phénomène.
Et donc ensuite, il y a tout un ensemble de prolongements auxquels on a pensé, à la fois sur des aspects techniques et économétriques, mais je ne m'étale pas sur cette question. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'étais un petit peu long par rapport au temps qui m'était imparti, puisque normalement j'avais que 40 minutes et je crois que j'en suis à près de 50. Donc merci pour votre attention. Merci Monsieur Bunel pour cette brillante présentation, que particulièrement moi je trouve très dense d'un point de vue théorique, sur le sujet traité, les thématiques abordées, sur l'hétérogénéité dans les données, et qui soulève plein de problèmes liés à l'endogénéité, à chercher à expliquer les phénomènes et un ensemble de choses qui sont très... Et ces données et cette méthodologie, justement, vient enrichir vos données, puisque à chaque niveau, on voit que vous posez vraiment le problème et vous vous intéressez à trouver des solutions pour résoudre le problème, ce qui est vraiment, en tout cas, c'est mon avis, est très impressionnant dans cette présentation. Qu'on espère avoir une seconde partie dans une autre, soit dans un atelier méthodo ou dans une autre présentation pour les participants. Vous avez eu à peu près, je crois, 3 questions que j'ai publiées au fur et à mesure. La première question demandait, pensez-vous qu'il faut éviter de mettre non, il faut mettre sur un CV, ne pas mettre son adresse ou la changer lorsque, justement, on est éloigné de son lieu de résidence, voilà. Alors, c'est pas en lien directement avec ce travail, mais ça, je peux vous répondre parce que j'ai travaillé sur cette question-là, sur la discrimination liée éventuellement à son lieu de résidence. Donc, on a un effet, on a un double effet, en fait. On a un effet à la fois sur la réputation de son lieu de résidence et un effet lié à la distance au lieu de travail. Et donc ça, c'est deux phénomènes. Donc c'est un travail de mobilisant des données du testing que j'ai réalisé avec Yannick Lorty et Pascal Petit il y a quelques années et qui mettait en évidence ces deux effets. Donc par rapport à cette question, la réponse c'est plutôt si vous ne pas mettre son adresse de résidence si on postule à un emploi qui est relativement éloigné. D'accord, ok. Mais ce travail ne permet pas de mesurer, de mesurer ce phénomène. Est-ce qu'il existe une perspective pour, par exemple, pour les agents fonctionnaires? C'est ce que je lis. Une perspective de ce travail pour des agents fonctionnaires, puisque c'est une multinationale, je crois. Donc la question, c'est juste, existe-t-il, si je retranscris bien, une perspective pour les agents fonctionnaires? Alors, on pourrait faire le même travail. J'ai travaillé sur les données SIAPS. Donc, les données SIAPS, ce sont des données administratives qui portent sur les agents de la fonction publique. Et dans les données SIAPS, on peut comme ça reconstruire des carrières avec la localisation géographique des individus. Mais lorsque j'avais utilisé ces données, on se retrouve vite bloqué aussi au niveau de la localisation à un niveau assez fin au niveau des salariés, parce qu'il s'agit de données administratives et l'administration a du mal, même avec des chercheurs, à leur accorder l'utilisation de ces dimensions spatiales fines pour des raisons de secret statistique, même si on passe par le CASD avec un certain nombre de précautions en termes de diffusion des données. D'accord. Donc, potentiellement, la réponse est oui, on pourrait le faire, mais concrètement, c'est assez difficile. D'accord. Ok, la dernière question. Analysez-vous la taille de la ville où réside l'entreprise pour séparer, point d'interrogation, pour séparer les grandes villes des moyennes ou des toutes petites? Alors ça, effectivement, ça fait partie, comme je vous le disais, c'est un travail préliminaire. Et donc, une des faiblesses du travail à l'heure actuelle, c'est qu'on ne caractérise pas ou peu ou mal toutes les dimensions qui caractérisent un territoire en particulier. Et donc, bien évidemment, dans l'analyse économétrique, il faudra mettre, ces variables-là et tenir compte de ces caractéristiques des villes, des infrastructures de transport qui caractérisent une zone géographique. Donc, bien évidemment, à ce stade, c'est une des faiblesses du travail et il faudra compléter ce travail
par l'introduction de ces dimensions qui sont bien évidemment, qui vont avoir un impact sur la relation qu'on étudie. D'accord. Et moi, j'ai une dernière question. C'était de savoir, par rapport aux données que vous arrivez à acquérir, à fusionner ou à utiliser à partir de différentes sources, comment vous comptez rendre accessibles ces données selon les principes du FAIR, par exemple? Est-ce que déjà vous allez les rendre accessibles, les données que vous obtenez? Et Oui. si oui, comment vous comptez le faire dans un cadre de principe de FAIR? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est effectivement parce que de plus en plus, effectivement, on demande aux chercheurs de diffuser leurs données. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de diffuser ces données pour permettre à des chercheurs de répliquer notre travail sans justement trahir la relation spécifique qu'on a avec la multinationale. Donc ça fait partie des réflexions que l'on a au sein de notre groupe avec mes deux co-auteurs. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Donc je suis preneur de réflexion avec la MSH pour essayer de trouver un moyen de diffuser ces données tout en respectant un certain nombre de contraintes d'anonymat des données. Ok. Ben, sur cette question, donc, si je peux répondre au nom de la plateforme, on peut vous accompagner, bien évidemment, à stocker sereinement ces données et à pouvoir les anonymiser pour les rendre même diffusables d'un point de vue vraiment de l'open data. Par contre, ou les pseudo-anonymiser pour les rendre utilisables par d'autres chercheurs. Donc, la plateforme peut vous accompagner et le réseau Progedo, donc la TGIF Progedo, à un ensemble d'infrastructures qui sont mises en place avec les différents services de la DISP, de Sciences Po, du CDSP, de l'INED, où on peut stocker ces données. Donc, si vous avez besoin qu'on échange là-dessus... Ça sera une solution auquel... C'est une solution auquel on va penser. On risque de revenir vers vous, du coup, quand on en sera à ce stade-là. Avec plaisir, avec plaisir. Mais merci beaucoup pour votre présentation. S'il y a des retours, on vous mettra en contact avec des collègues qui aimeraient peut-être, qui nous ont écrit, qui aimeraient avoir plus de précisions sur les méthodes et la méthodologie que vous utilisez dans votre façon de répondre aux questions. Quand on aura les questions, on vous mettra en contact. Et moi, je vous remercie de la part de la MSH et de la plateforme universitaire de données pour le temps que vous avez consacré pour présenter vos travaux et justement nous enrichir sur la question des données en sciences humaines et sociales. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.